de la troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les deux pays sont en phase sur la question de la libre circulation des biens et services de leur population sur leurs territoires respectifs. 5 narcotrafiquants ont été mis aux arrêts aujourd'hui par les forces de l'ordre à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ces individus d'origine nigériane étaient en possession de 3 kg de cocaïne. Au Mali, on attend toujours les résultats de 48 heures après le déroulement des élections présidentielles. Les adversaires du candidat Ibrahim Boubacar Keïta excluent déjà l'hypothèse d'une victoire au premier tour. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. La troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a refermé ses portes aujourd'hui. Les deux pays ont décidé notamment de s'engager pour la libre circulation des biens et services de leur population sur les deux territoires. Jérôme Kofi Aboul. Suite logique de la troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina, le Conseil des ministres conjoints qui a succédé à l'ouverture des travaux. Pendant environ une heure d'horloge, les membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire et du Burkina, autour des deux chefs d'État respectifs, ont planché sur différents points en vue de l'évaluation relative aux grandes décisions. Les accords conclus, environ 19, ont été l'objet de signatures. Accord signé d'une part par les deux ministres des Affaires étrangères et de l'autre par les deux chefs d'État. Par la suite, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, Charles Kofi Dibi, a fait la lecture du communiqué conjoint qui a sanctionné les travaux. Il en ressort que la conférence s'est notamment félicitée des décisions prises pour la consolidation de la coopération entre les deux pays visant à la promotion de l'intégration. Des conclusions qui, sans risque de se tromper, ont rencontré l'adhésion des présidents Ouattara et Compaoré quand ils ont décidé de déclarer clos les travaux. Les présentes assises consacrent le renforcement et l'approfondissement de notre coopération à travers la conclusion de 19 accords sectoriels. Je cite, entre autres, la sécurité et la défense, la lutte contre la traite transfrontalière des enfants, la libre circulation des personnes et des biens, l'emploi, la jeunesse, l'agriculture. Je salue et je me félicite des progrès réalisés dans la préparation de 3 importants projets dont la mise en œuvre devrait avoir un impact très significatif en termes de facilitation du commerce et d'amélioration du bien-être des populations. Ces résultats sont à la hauteur de l'exemplarité des liens de fraternité qui lient nos deux États et qui, par ailleurs, nous rassurent sur le bon niveau de l'état d'exécution des diligences conjointement arrêtées. La présente conférence au sommet qui s'achève nous aura permis d'apprécier les progrès réalisés dans notre volonté commune de bâtir entre nos deux pays et nos deux peuples des relations d'amitié et de fraternité spécifiques et de dégager à travers de nouveaux accords d'heureuses perspectives pour le bien-être de nos vaillantes populations. En cet instant solennel, je me félicite de constater que les décisions importantes prises lors du sommet tenu à Ouagadougou en novembre 2011 portant sur les grands chantiers de la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à la frontière du Niger, ainsi que le renforcement des capacités énergétiques et minières de nos deux pays sont désormais sur les rails. Je reste convaincu que la réalisation de ces grands chantiers, ainsi que la mise en œuvre des accords que nous venons de signer, contribueront à rapprocher davantage nos deux pays, à accélérer les processus d'intégration régionale ouest-africaine et surtout à accroître le bien-être de nos populations. Et puis, prenant congé après une brève conférence de presse, les présidents ivoiriens et burkinabés n'ont pas manqué d'indiquer être convaincus que la coopération Côte d'Ivoire-Burkina pourrait être un véritable moteur de l'intégration régionale.
Le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a profité de son séjour à Yamoussoukro, capitale politique et administrative ivoirienne, pour rencontrer ses compatriotes. L'importance du traité d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a été au cœur du conclave entre le chef de l'État et la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Alvor Assa. Les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire sont venus de plusieurs localités. Abidjan, Abangourou, Soubré, Bouaké, Tiébissou, Daougro pour cette rencontre avec le président Blaise Compaoré. Les différents intervenants Traoré Daouda, Yacouba Savadogo, Joseph Bado, Victorien Youbahé, Bahamadi Ouedraogo ont remercié le président Blaise Compaoré pour son soutien aux Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire et ses actions de paix en Afrique de l'Ouest. Il s'engage à ses côtés pour la construction du Burkina Faso. Vos efforts inlassables à travers le Conseil de l'Entente, la CEDEAO et l'Union africaine ont fait de vous un homme d'État écouté. C'est une fierté pour nous, les Burkinabés. Au regard de tout ce qui se passe au Faso, nous suivons l'évolution grâce aux médias. Le président Blaise Compaoré a salué le courage et le travail des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, travail qui contribue au développement du pays hôte, sans oublier leur pays d'origine, le Burkina Faso. Nous sommes là pour vous saluer, mais surtout pour vous dire que nous vous sommes très reconnaissants pour ce grand attachement que vous avez toujours déployé en direction du pays, en direction des Burkinabés de l'intérieur. Il leur a ensuite expliqué l'importance du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous marchons pas à pas vers la fortification de nos deux nations, parce que nous avons pris conscience que développer nos deux pays, ce n'est pas d'attendre que quelqu'un vienne le faire à notre place. Et nous avons compris aussi que le faire séparément, tenter de le faire séparément, c'est aller vers l'échec. Et que nous deux, en réunissant nos énergies, d'abord le président Ouattara et moi, aujourd'hui, en réunissant nos intelligences, nos deux peuples, nous sommes capables de soulever des montagnes. Et c'est ce que nous allons faire. Le président Blaise Compaoré a enfin invité ses compatriotes à vivre en bonne intelligence avec les Ivoiriens et à rester mobilisés pour bâtir les deux nations, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et le président du Burkina Faso a quitté le pays après la clôture de la 3e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays. Blaise Compaoré était accompagné par le président Ouattara. Au programme de la cérémonie marquant le départ de la Côte d'Ivoire du chef de l'État burkinabé, des honneurs militaires et le salut aux couleurs. Le président Blaise Compaoré s'est par la suite envolé pour Ouagadougou. Et après le départ de son homologue, le président Ouattara a lui aussi regagné Abidjan. Le chef de l'État revient satisfait de la 3e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. D'ailleurs, à l'ouverture de la rencontre, Alassane Ouattara a dit toute sa confiance en l'amorce d'un nouveau cycle de coopération tourné vers la croissance des deux pays. En marge du sommet de traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, les premiers ministres ivoiriens et du Burkina Faso ont effectué une visite dans le centre d'hémodialyse et de transfusion sanguine de Yamoussoukro. Les temps forts de cette visite avec Alvor Assa. En visitant le laboratoire du centre de transfusion sanguine réhabilité par le PEPFAR et le centre d'hémodialyse de Yamoussoukro, le Burkina Faso, selon son premier ministre, Luc Adolphe Tiao, veut s'inspirer de l'exemple de la Côte d'Ivoire au niveau du fonctionnement de ces deux centres. La question de don de sang aujourd'hui est très cruciale. Nous savons qu'il y a souvent un besoin énorme de don de sang. Donc en tout cas, je ne peux que me réjouir de voir cet important investissement. Et bien sûr, cela également aussi nous inspire au Burkina Faso. Et l'intérêt justement de ce genre de visite, c'est que nous puissions échanger nos expériences. Et je pense que nous allons voir au niveau de notre gouvernement comment nous inspirer de cette expérience ivoirienne qui me paraît vraiment très intéressante. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan soutient que ces deux centres vont offrir des services de qualité.
Pour le centre de transfusion sanguine, il invite les populations de Yamoussoukro et des villes et villages environnants à donner leur sang pour le faire fonctionner et rendre disponibles les produits sanguins. Les besoins sont importants et j'ai cru comprendre qu'on ne couvre que 60% de nos besoins. Donc c'est l'occasion de faire l'appel aux donneurs de sang qui soient beaucoup plus nombreux puisque le chiffre que j'ai noté, il faut 220 000 poches et apparemment il n'y aurait que 160 000. Donc il y a un chemin donc à faire, c'est la première chose que je voulais indiquer. La deuxième chose que je voulais quand même noter, c'est effectivement la qualité de notre coopération avec le Burkina Faso, de manière à ce que, comme le Premier ministre l'a indiqué, nous puissions donc faire les échanges d'expériences, de manière à ce que nous tirons donc profit de ce qui se fait de meilleur de part et d'autre. Il a pour terminer invité la ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida, Raymond Goudou Kofi, et les personnels à prendre soin du centre d'hémodialyse et du laboratoire du centre de transfusion sanguine de Yamoussoukro. Nous restons dans le domaine de la santé. On a célébré hier 29 juillet dans le monde la journée de l'hépatite virale. En Côte d'Ivoire, la maladie affecte 2 millions de personnes et dans le monde, 2 milliards de personnes sont atteintes de cette maladie selon l'Organisation mondiale de la santé. À l'occasion de la célébration de cette journée, le gouvernement, par la voix du ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, appelle à la mobilisation de tous pour la lutte contre l'hépatite virale. Doigt de laser. Connus sous le nom de tueurs silencieux dans le corps médical, les hépatites virales posent d'énormes problèmes de santé publique en Afrique. En Côte d'Ivoire, 2 millions de personnes sont infectées par cette maladie. Le taux de prévalence de l'hépatite B oscille entre 8 et 10% dans la population en général et 1 à 3% de l'hépatite C chez les donneurs de sang avec un taux de transmission materno-fétale de 33%. Le gouvernement ivoirien, qui a déclaré l'année 2013 comme année de la santé, ne reste pas indifférent. La réponse du gouvernement s'est traduite par la création du programme national de lutte contre les hépatites virales avec pour mission de réaliser la prévention primaire contre les hépatites virales, d'organiser le dépistage par le biais de l'information et de la sensibilisation des populations en général, et plus particulièrement des groupes à risque. Au total, 6 270 boîtes de médicaments ont été mises à disposition des 3 centres hospitaliers universitaires d'Abidjan pour un traitement optimum des personnes infectées par les virus de l'hépatite B et C. Le gouvernement s'engage à intensifier les activités de sensibilisation, d'information et d'éducation à la lutte dans toutes les régions pour qu'ensemble, nous réussissions à réduire l'incidence de ce tueur silencieux qu'est l'hépatite virale dans notre pays. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 2 milliards de personnes sont infectées par l'hépatite B dans le monde avec 350 millions de personnes porteuses chroniques du virus B, dont 1 million meurent chaque année de cirrhose ou du cancer primitif du foie. Pour lutter contre l'hépatite virale, il faut en plus de l'engagement et de la volonté politique, le dépistage. Ce procédé est vu comme le moyen le plus efficace pour prévenir la maladie. Francis Boifou. Le dépistage reste pour les autorités ivoiriennes le moyen efficace de prévention des hépatites virales. Nous avons les hépatites A, les hépatites B, les hépatites C, les hépatites D et les hépatites E. Les hépatites A et E se transmettent par voie orale, donc c'est des hépatites qu'on va contracter lorsque les aliments sont souillés, lorsque l'eau de boisson est souillée. Et à côté de ces hépatites, vous avez les hépatites B, C et D qui, elles, se transmettent exactement comme le VIH-Sida. C'est-à-dire par le sang, les rapports sexuels non protégés, la salive, certains liquides biologiques de l'organisme et la transmission mère-enfant. Les hépatites virales B, C et D sont les premières causes de cirrhose et du cancer du foie selon le programme national de lutte contre ces pathologies. Tout malade de l'hépatite devra débourser 7 500 000 francs CFA par an pour l'achat des médicaments. Trop cher, le gouvernement ivoirien prend des mesures. Et pour ceux qui ont besoin de traitement, le ministère de la Santé a mis déjà en place un stock de plus de 6 000 traitements dans les CHU. On soigne les malades gratuitement jusqu'à ce que le stock actuel soit épuisé. Mais le ministère est en train de prendre les dispositions pour constituer un nouveau stock.
Selon les spécialistes, l'hépatite B affecte plus d'1 600 000 personnes par an en Côte d'Ivoire, contre 2 milliards à travers le monde. Plus de 46 000 étudiants ont investi leur centre d'examen ce matin pour les épreuves orales du brevet de technicien supérieur, le BTS. Ce après les écrits de la semaine dernière. Aucun incident n'a été signalé jusqu'à cet instant. Il faut dire que le diplôme de BTS devrait permettre l'insertion professionnelle des étudiants. Quel enseignant pour une Côte d'Ivoire émergente? C'est le thème de la conférence organisée à l'intention de la 49e promotion de l'École normale supérieure ENS. La promotion composée de 823 diplômés a fait sa sortie hier. Léon Brou. Première journée des festivités de fin d'année pour la 49e promotion de l'École normale supérieure d'Abidjan, ENS. Les stands pour banque constituent l'attraction des étudiants, désormais devenus fonctionnaires. Les 2 années de formation n'ont pas altéré leur joie à la suite du succès comptabilisé il y a 3 ans au concours d'entrée à l'ENS. Juste après la crise, le concours a été annulé. Nous avons repassé le concours et nous sommes aujourd'hui là. Avoir repassé le concours a confirmé vraiment que je méritais ma place en tant que professeur de mathématiques. Promotion spéciale, défi spécial, celui de contribuer à faire de l'école ivoirienne le moteur de l'émergence de la Côte d'Ivoire. À cet effet, le professeur Amoa Urbain a donné à la promotion sortante de l'ENS les 7 clés de la connaissance et les 3 atouts majeurs de l'enseignant. Un enseignant doit se nantir de toutes les compétences que sont les différents savoirs. Il doit savoir faire, il doit savoir faire, ainsi de suite. Mais également, il doit se nantir de beaucoup d'humilité qui devrait lui permettre de savoir faire, savoir qu'il sait. La promotion sortante, la 49e de l'ENS, est baptisée Promotion Guillaume Soro, du nom du président de l'Assemblée nationale. Elle compte 823 diplômés, dont 225 enseignants qui recevront ce mercredi leur baptême. Un mot d'économie. Dans la ville de Divo, personne ne veut de la pièce de 250 francs CFA qui a visiblement perdu la confiance des acteurs économiques de la localité. Quelle est l'origine de cette crise? Quel en est l'impact pour les populations et l'économie locale en général? La réponse avec Noël Niagnou. Divo, la capitale de la région du Logui-Bois, c'est à plus de 200 km au nord-ouest d'Abidjan, la capitale économique. Bienvenue dans la crise de confiance dans la pièce de 250 francs CFA. Commerçants, chauffeurs de taxi, vendeuses et autres sont unanimes sur une chose, tout sauf la pièce de 250 francs dans les transactions commerciales. À Divo, la pièce de 250, les gens ne veulent pas prendre ça. Tu viens à 8h, midi tu trouves au marché. À cause de 250, on ne prépare de la mettre des gens au marché. On dit jusqu'à tu vas pleurer même dans le marché. Tu vas faire comment? Quand on fait la monnaie, on donne à les clients. Ils nous disent que la pièce est lisse, 250 pièces là, ça nous fatigue trop. Souvent même, ça envoie par là même. Et pourtant, nulle part ailleurs à Divo, vous ne verrez traîner les pièces de 250 francs. On ne ramasse pas à terre aussi, vous dites que 250 francs. Le comble, les banques commerciales de la localité sont au nombre des parties prenantes dans ce refus. Avis du préfet de région. J'ai rencontré les banquiers, surtout les banques commerciales. Parce que l'information pour les commerçants, je peux la comprendre, mais au niveau des banques commerciales, je voulais savoir pourquoi les banques commerciales pouvaient refuser de prendre la pièce de 150. Certains m'ont dit, monsieur le préfet, nous-mêmes, nous sommes habitants de la ville, nous avons ces rumeurs en ville, mais si nous prenons toutes les monnaies que les gens nous viennent nous déposer par jour, souvent nous avons 100, 150 pièces, ça va conforter les rumeurs en ville et ça va faire une panique au niveau du commerce. Sur le refus des banquiers, voici la réaction du président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire que nous avons approché du retour de Divo. Le banquier, dans le principe, doit accepter toutes les pièces de monnaie qui lui sont transmises par les clients ou les populations. Voilà, donc je pense que s'il y a des problèmes, la banque peut se référer après, comme on a l'habitude de le faire, à la Banque centrale. Mais au fait, d'où vient cette crise de confiance? Les acteurs économiques se rejettent les responsabilités. Les femmes là, ils refusent. Nous aussi on va faire comment? C'est pour ça maintenant qu'on nous donne là, nous aussi on refuse. Dans tout le marché, si tu amènes ça, même à la boutique, quand tu amènes, les gens ne veulent pas prendre ça. Nous aussi on ne peut pas prendre. Pour en avoir le cœur net, le préfet de région a diligenté une enquête avec le concours de la police. La police nous a rapporté que certains commerçants refusent de prendre la pièce parce que la pièce est lisse. D'autres qui soutiennent
que la pièce de 250 a été dévaluée. Comme on le voit, aucun argument économique et financier ne soutient cette crise de confiance dans la pièce de 250 francs. D'où l'appel du président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers. Nous n'avons eu aucune instruction, aucune circulaire de la Banque centrale sur ce point-là. Les pièces de 250 francs demeurent valables et doivent être acceptées dans l'ensemble des guichets bancaires de la Côte d'Ivoire. En plus de cet appel, le préfet de région du Lodjibois a organisé ce mardi une rencontre pour rassurer les populations et sensibiliser tous les agents économiques de la localité. Parlons à présent de cette importante saisie. 5 narcotrafiquants nigérians sont tombés hier dans les filets des forces de l'ordre. Ils ont été arrêtés à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny grâce à une collaboration entre la police des stupéfiants et la subdivision des stupéfiants de la douane. Ces 5 individus en provenance de Sao Paulo, Brésil, détenaient environ 3 kg de cocaïne. Herman Niamien. Beaucoup de filets pour la police des stupéfiants. Ces 5 individus, tous des nationalités nigérianes, ont été interpellés à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. En provenance de Sao Paulo au Brésil, ils transportaient environ 3 kg de cocaïne. Nous avons été informés que des individus en provenance de Sao Paulo seraient en direction d'Abidjan et qui détenaient de la drogue. Donc nous avons mis notre système en jeu et après observation, nous avons trouvé qu'ils ont commencé à déféquer de la cocaïne. Et nous avons recueilli, après l'interpellation, après qu'ils aient fini complètement de déféquer, nous avons au total 189 boulettes de cocaïne qu'ils ont déféquées. Actuellement, ils sont dans nos locaux. Nous sommes en train d'amener les enquêtes pour voir quels sont les commanditaires internes, quels sont les commanditaires externes, et puis après, nous allons les conduire au parquet. De janvier à mai 2013, la police des stupéfiants a saisi plus de 5 kg de cocaïne, 1,5 tonne de cannabis et 3 tonnes de médicaments de la rue. Mieux, elle a détruit 42 fumoirs et interpellé 716 personnes dans le district d'Abidjan. Le directeur de la police des stupéfiants et drogues invite la population à une franche collaboration en vue de mettre fin à ce fléau. Aussi ajoute-t-il un numéro vert mis à leur disposition afin de dénoncer tout acte suspect dans leur environnement. Nous changeons de registre avec le retour à Abidjan cet après-midi du président du PDCI RDA. Henri Konan Bédié a regagné la Côte d'Ivoire après 2 mois passés en France. Il a été accueilli dans la ferveur par les militants de son parti à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Thérèse Tapé-Yoboué. Ambiance chaleureuse et enthousiaste à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny cet après-midi. C'était à l'occasion de l'arrivée du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié de France, après 2 mois d'absence du pays. Il a été accueilli par ses proches collaborateurs et de nombreux militants heureux de retrouver leur leader. Sur les remous qui secouent le parti, voici l'avis du président Bédié. Des remous, il faut en connaître la nature. Ces remous s'inscrivent dans la nature des choses, dans la mesure où nous allons bientôt à un congrès très important. Donc les agitations, les remous, les houles, tout cela participe du mouvement. Si c'est les ambitions qui s'expriment, cela est tout à fait normal dans un parti démocratique. Il s'est également prononcé sur le report du conclave des secrétaires généraux prévu pour le 1er août à Daougro. Oui, c'est pour une question de commodité. Puis nous sommes maîtres de notre agenda dans la mesure où nous pensons que nous aurons plus d'efficacité. Le conclave du 1er août reporté, mais la date du 12e congrès du PDCI RDA ne change pas. C'est le 3 octobre prochain à Yamoussoukro. Le président de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation s'est entretenu avec la direction du Front populaire ivoirien. Zadi Djedje a invité le FPI à demander pardon pour le renforcement du processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Mamadou Kouassi.
La coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, avant d'entamer sa caravane de cohésion sociale en Côte d'Ivoire, est allé présenter son projet à la direction du Front populaire ivoirien FPI. Occasion pour le leader de la jeunesse patriotique d'inviter le FPI à la modération et à accepter de demander pardon au peuple ivoirien pour le tort qu'il aurait commis. Zadi Djegé souhaite qu'il en soit ainsi pour tous les mouvements pro-Gbagbo afin que la paix et la réconciliation soient une réalité en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus ici ce matin pour demander au FPI de demander pardon à la Côte d'Ivoire. Demander au FPI de demander pardon aux victimes. Parce que dans un état de belligérance, nous ne pouvons pas bâtir un pays. Dans un état de belligérance, nous ne pouvons pas trouver de l'emploi pour les jeunes. Dans un état de belligérance, nous ne pouvons pas exercer bien. C'est pourquoi je demande à tout le monde que chaque habitant de notre pays demande pardon à son voisin. Il faut que chacun demande pardon pour que nous tous nous puissions construire notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Zadi Djegé annonce également la tenue du 14 au 16 septembre prochain d'une rencontre des leaders de jeunesse africains pour la non-violence, ici même à Abidjan. La caravane pour la paix et la réconciliation démarre le 10 août prochain par la localité de Sikenti. Elle va parcourir de nombreux villages et villes de la Côte d'Ivoire. Cette caravane va durer 6 mois. Et pour les initiateurs, cela devrait permettre de panser les plaies et d'aider à la stabilité de la Côte d'Ivoire. À l'étranger, 48 heures après la présidentielle au Mali, les premiers résultats ne sont pas encore connus. Au-delà de la mobilisation des électeurs et de la bonne tenue du scrutin qui ont fait l'unanimité, les débats de la scène politique malienne sont dominés par l'éventualité ou non du deuxième tour du scrutin présidentiel. Et après la fermeture des bureaux de vote, plusieurs militants et sympathisants du candidat du Rassemblement pour le Mali, RPM, Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, sont convaincus de leur victoire. Et de l'autre côté, les adversaires d'Ibeka excluent l'hypothèse d'une victoire au premier tour. Regardez. Plusieurs dizaines de leurs partisans sont venus écouter leurs premières déclarations officielles au lendemain du premier tour de la présidentielle. Les candidats des principaux partis, membres du Front anti-putsch, durcissent le ton. Ils excluent l'hypothèse d'une victoire au premier tour de leur rival Ibrahim Boubacar Keïta. Forcément, il y aura un deuxième tour. Il y a beaucoup d'aberrations. Nous allons interroger ces aberrations. Mais qu'est-ce que vous faites penser qu'il y aura un deuxième tour? Sûr et certain, il y aura un deuxième tour. Attendons le résultat. Un peu plus tôt dans la journée, le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République avait réuni à Bamako tous ses membres, y compris ceux qui ont boycotté la présidentielle de dimanche. La réunion à huis clos a débouché sur l'adoption d'une stratégie commune. Le Front anti-putsch soutient Soumaïla Cissé qui affirme avoir gagné dans 7 des 8 régions du Mali. Il menace de contester les résultats si Ibrahim Boubacar Keïta est déclaré vainqueur au premier tour. Nous allons les contester parce que nous savons qu'il y a eu beaucoup de manipulations, nous savons qu'il y a eu beaucoup de dérives et qu'aujourd'hui, si certains se sont précipités déjà dans la rue depuis hier soir, moins d'une heure après la fermeture des bureaux de vote pour dire qu'ils ont gagné sur le plan national, à mon avis, c'est de l'irresponsabilité. Au QG de campagne d'Ibrahim Boubacar Keïta, on continue de compiler les résultats transmis par les délégués déployés dans le pays et à l'étranger. Mais depuis dimanche soir, les partisans d'Ibeka diffusent des messages faisant état d'une victoire Takokele, terme bambara qui signifie du premier coup. Vous pensez que ça peut être plié au premier tour? Nous l'espérons. Et je pense que nous avons des raisons d'y croire maintenant. Au ministère de l'administration du territoire, aucun chiffre n'est avancé pour l'heure. La Commission nationale de centralisation des résultats continue de recevoir les procès-verbaux des différentes régions du Mali. Fin de cette demi-heure d'information. Merci de votre attention. Demain 6h30, vous retrouverez Gabriel Zani. Excellente fin de soirée sur RTI1.